Et bonsoir à tous, désolé pour le retard. On a eu quelques petits soucis techniques en régie, voilà, mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui on a un professionnel de la radio qui va venir nous parler de son. Je parle de Monsieur Xavier Gibert, responsable chez RFI Labo, et je suis sûr qu'au passage il nous aura quelques petits conseils pour enfin commencer à l'heure. Mais en attendant, on va surtout parler de son aujourd'hui avec Xavier. Bonjour Xavier, comment vas-tu? Bonjour, ça va? Enfin, la bonne réponse en ce moment, c'est je crois. Mais voilà. C'est ça, c'est ça. Mais bon, voilà, on va faire au mieux. Donc bah, écoute, en tout cas, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui sur la Web TV. Parce que on se connaît un peu, ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut qu'on fasse des choses Mm. ensemble, et bah c'est une première tentative pour faire des trucs. Donc j'espère que tu vas passer un bon moment. Merci également de Ouais, me dire que sûrement. le son est bon, voilà. Et puis bah, bien évidemment, bonjour au chat qui est euh, qui est avec nous comme tous les jeudis. Et ben, Xavier, je te propose de prendre la main sur cette émission et d'attaquer Tu me laisses toute tout seul présentation. alors. Ouais, c'est ça. En fait, maintenant, je coupe ma caméra, je te laisse le champ libre. Euh, Bon, alors là, l'idée, c'est de parler un peu de son binaural, mais c'est surtout d'aborder le sujet pour lever l'ensemble des doutes, des fausses idées, des idées un peu trop abouties parfois, qui tournent autour du sujet. Et donc en fait, ce que on pourrait faire, c'est déjà essayer de redéfinir simplement l'ensemble des paramètres qui définissent notre capacité à entendre avec nos deux oreilles tout autour de nous, donc en 360. Donc en fait, ce phénomène-là, qui est naturel, qu'on appelle l'écoute binaurale, qui est un mot très proche de binoculaire, qui est une vision avec les deux yeux. Binaural, c'est une écoute avec les deux oreilles. Et ce sens-là réside sur trois paramètres principaux qui sont... Alors, je ne vois pas comment tu défiles les slides, mais on va passer sur la slide 2. Par le fait que quand un son apparaît dans notre environnement, il va déjà y avoir une différence d'intensité entre notre oreille gauche, entre notre tympan gauche ou notre tympan droit en fonction de la position de la source. Et cette différence d'intensité est due à la masse que représente notre tête. Et elle peut être assez importante puisqu'on peut avoir jusqu'à 20 dB de différence d'intensité entre deux éléments. L'autre caractéristique importante, c'est la différence de temps, parce que le son, c'est une propagation d'une onde dans l'air, donc c'est du temps. Et le temps que va mettre l'onde à arriver à notre tympan gauche et à notre tympan droit va permettre à notre cerveau de compléter cette information d'intensité qu'il a d'abord perçue. Donc on a une différence de temps, une différence d'intensité, et ça nous permet d'avoir une perception, on va dire, dans l'azimut, tout autour de nous. Là où les choses sont un petit peu compliquées, c'est comment déterminer qu'une source sonore vient d'en haut ou d'en bas. Et donc ça, c'est un phénomène qui est beaucoup plus intéressant parce qu'il est complexe et il est dû à un système de filtrage. On a tous des oreilles qui sont des organes complexes avec des formes, des reliefs, des creux. Et l'oreille va servir de résonateur. C'est-à-dire qu'il va y avoir une transformation de l'onde sonore en fonction de l'angle avec lequel elle va aborder notre oreille. Et donc on peut le voir, si on passe sur le spectrogramme, on voit exactement le même son. Donc c'est un claquement qui est le premier a lieu en haut, au-dessus, et le deuxième a lieu en dessous. C'est exactement le même claquement qui est à la même distance, qui est donc la différence de temps est la même, la différence d'intensité est la même, mais l'angle d'incidence est différent. Et on voit bien sur le spectrogramme que c'est pas du tout le même son. et Donc ces trois paramètres-là, qui vont être la différence d'intensité, la différence de temps et le filtrage, sont des éléments qui vont être intégrés par notre cerveau pour pouvoir identifier la provenance de la source sonore. Voilà. Est-ce que c'est à peu près clair? Est-ce que
ça te dit quelque chose? Allez, Louis, Alors pose tes oui, premières oui, questions. ça me parle, jusque-là ça va, je te suis. La... En fait, j'aimerais bien que tu m'expliques sur le spectrogramme d'où vient la différence de pic au milieu. C'est vraiment le fait que ce soit au-dessus Alors, on qui fait voit, ça? donc le temps est en abscisse, Hmm. l'intensité est en couleur, et en ordonnée, on a les fréquences. Ok. Donc, on voit que la partie rouge, parce on va parler que de celle-là, la partie rouge, l'énergie est répartie de façon tout à fait différente entre le premier et le deuxième spectrogramme. Ce qui veut dire qu'en fait, si l'onde sonore était perçue de façon identique, on aurait exactement les mêmes couleurs au même endroit. Mais la déformation provoquée par nos pavillons d'oreille marque une signature dans le signal sonore. Et cette signature, on a appris depuis tout petit à la reconnaître et à ne pas se dire tiens, c'est bizarre, le son il est déformé, mais à dire tiens, le son ne vient pas du même endroit. Donc quand on place un micro à l'intérieur du conduit auditif, Hmm. comme sur le spectrogramme, là, c'est vraiment les micros étaient placés dans les oreilles, et bien finalement, le signal pourrait être considéré comme totalement différent. Et il l'est dans sa structure fréquentielle. Mais le cerveau recorrige cette différence pour l'interpréter comme un indice de localisation. Et donc Et c'est un phénomène extrêmement complexe. Je t'écoute. ouais. Non, vas-y, termine, parce que j'ai noté Et, sur le. j'en profite pour plaider pour l'ensemble des petits-enfants qui, et on l'a tous fait, passent leur vie des fois à frapper avec une cuillère sur une table et à le jeter par terre. C'est pas forcément aussi pour ennuyer les parents, mais c'est aussi pour eux une façon d'éduquer leur cerveau et d'apprendre que le même objet frappant à deux endroits différents provoque un son différent, mais que finalement, c'est une information sur sa localisation et pas forcément sur le fait d'obliger les parents à ramasser. C'est pas juste pour être pénible. C'est pas juste pour être pénible. Et tu nous as Voilà, dit donc, une atténuation de vas-y. 20 dB un peu avant, à Oui, cause de la c'est-à-dire que forme de la tête. Euh, à cause de la masse de la tête. de la masse de la tête. L'isolation en acoustique, c'est la masse qui isole. D'accord. Et donc, comme la tête est l'organe le plus dense que l'on ait dans le corps, Hmm. et ben, c'est à la fois un énorme avantage parce que ça permet d'avoir une information d'intensité qui est extrêmement fiable pour le cerveau. Ok, ok, d'accord. Donc, tout ça, ces 3 éléments-là, si, tu vas sur la slide 7, l'intensité, le temps et le filtrage, c'est ce qu'on appelle la fonction de transfert. C'est-à-dire que c'est la déformation qui va avoir lieu de l'onde sonore au moment où elle va rentrer dans les pavillons d'oreille, des oreilles et avant d'arriver au tympan. Et donc c'est cette double information provenant des 2 oreilles, ce travail de différence d'intensité et de filtrage qu'on va appeler la HRTF. Donc c'était une fonction de transfert, c'est-à-dire que c'est une fonction, pour dire simplement, de déformation de l'onde sonore qui va permettre au cerveau d'interpréter la localisation du son. Donc ce qu'on appelle le son binaural, c'est une méthode qui va permettre de recréer à partir d'un casque l'ensemble de ces composantes du son naturel, du son 3D, pour faire une forme d'hologramme, pour tromper le cerveau et ne pas lui dire: «Regarde, tu reçois, juste 2 membranes qui vibrent de chaque côté, de ta tête à ras des tympans, mais regarde, tu peux entendre un son qui va avoir une signature que tu vas interpréter comme étant la position d'une source en dehors du casque. C'est ce qu'on appelle l'externalisation, c'est-à-dire avoir l'impression que la source sonore va arriver non pas du casque, non pas à l'intérieur du crâne, mais qu'elle va provenir de l'extérieur. Donc le son binaural, c'est un son qui va comporter l'ensemble des fonctions de transfert d'un être humain. Vous, si c'est vous qui faites votre prise de son, d'un autre, si c'est quelqu'un d'autre qui fait une prise de son, on va voir ça après, mais cette fonction de transfert va permettre d'avoir une perception en dehors du casque, proche de l'écoute naturelle. Et là, je pense que Alors,
on répondra à la question un poil après. Mais moi, il y a quelque chose qui me fascine là dans le son comme ça, et notamment quand tu commences à parler de localisation du son dans le casque, c'est vraiment, au final, le casque, c'est une membrane qui vibre et j'ai du mal à comprendre comment, enfin, comment physiquement ça fonctionne dans un casque pour nous donner une impression d'un objet qui va être devant soi ou qui est en train de nous tourner autour Alors, voilà. ça, en fait, le casque n'y est pour rien. D'accord. Le casque n'y est absolument pour rien. C'est-à-dire qu'on va se servir du casque pour transmettre un son qui va être sculpté, si tu préfères, pour que le cerveau puisse avoir une notion de perspective sonore. C'est exactement de la même façon, si tu veux, qu'un hologramme ou le cinéma en relief. C'est-à-dire qu'on va gérer ce que voit l'œil gauche par rapport à ce que voit l'œil droit pour reconstituer dans le cerveau une image qui va donner une impression de profondeur et de relief. On fait exactement pareil dans le son binaural. D'accord. Et c'est pour ça qu'on répond à la question: pourquoi un casque? Eh ben, parce que le casque est le moyen le plus simple et le plus sûr de pouvoir assurer une différence d'intensité entre l'oreille gauche et l'oreille droite, une différence de temps entre l'arrivée du son de gauche et du son de droite, et de pouvoir gérer le filtrage qui va donner la notion d'élévation. Ok. Alors, il y a plusieurs façons de faire, de capter du son binaural. La première solution, qui est la plus simple, c'est ce qu'on appelle le binaural natif. Comme j'ai pas mis le retour de stream, on est sur la slide Avec 9. les Je oreilles. sais pas si tu Oui, suis c'est ça. avec les oreilles, et il y a une tête artificielle Neumann. Donc à gauche, vous avez une tête artificielle, une Neumann K800, et à droite, vous avez une oreille avec un micro placé à l'intérieur du conduit auditif. Et donc là, on va juste écouter un petit truc tout simple. C'est fait en binaural natif et ça permet d'aller écouter ce qui se passe dans le hall de France Média Monde. C'était hier matin. Oh là là, il a après, il a tombé. Oui, mais carrément, il a tout à fait. C'est Marie qui l'a. Il s'est mis. On l'a accompagné à peu près maintenant, on va pas laisser travailler. Alors voilà, un son très simple, mais on peut tout de suite s'apercevoir si vous êtes au casque, si vous avez. Est-ce que le niveau est bon pour vous? Est-ce que tu gères ça, Louis? Là, est-ce que tu peux me couper le retour de son, s'il te plaît? Alors, Voilà. dans le chat, dites-nous, merci. Dans le chat, dites-nous si le retour de son est suffisant pour vous. Ok, ouais, merci, Quissats, de nous le confirmer. Oui, alors, pour tous ceux qui n'ont pas un casque sur les oreilles, je vous le dis maintenant, vu qu'on parle de son, prenez 30 secondes, branchez un casque, on va encore en écouter plein de choses, et Ça, ce sera quand ça- même vachement mieux pour en profiter. Donc, là, ce qu'on a eu, c'est un son. On a une perception de profondeur, on a les portes qui s'ouvrent sur la droite, on entend les gardiens discuter, on a le bruit de la clim qui est au-dessus, on a le bruit de la ville et de la rue qui est derrière. Et tout ça, ça a juste été pris directement avec des micros placés à l'entrée des conduits auditifs. C'est-à-dire qu'une prise de son en binaural natif, on va pas utiliser un micro pour aller enregistrer la source sonore. On va utiliser un micro pour aller enregistrer le son à l'entrée des conduits auditifs. Et on va récupérer le son après l'ensemble des transformations qu'il aura subies par les pavillons, soit de la tête artificielle qu'on a sur la gauche, soit de votre tête naturelle avec vos oreilles naturelles. Et là, vous avez mis un casque, vous recevez dans votre casque un son qui est sculpté. C'est pas vos oreilles, c'est pas exactement l'espace que vous auriez perçu, mais votre cerveau, comme on est tous à peu près Homo sapiens sapiens,
on a tous une morphologie très proche, on va pouvoir réaccrocher nos librairies de filtrage qui nous permettent de reconstituer une image sonore en 3 dimensions. Mais alors, question, est-ce que il y a un des deux dispositifs qui est mieux que l'autre? Est-ce qu'il vaut mieux écouter, entre guillemets, à travers les oreilles de quelqu'un d'autre, si j'ai bien compris la prise de son au niveau de l'entrée du conduit auditif, ou via des oreilles et une tête artificielle? Est-ce qu'il y en a un des deux qui a Alors, ça un dépend. meilleur rendu? Alors, il y a deux choses, qui rentrent en ligne de compte. Nous, comme on travaille en radio, on travaille en reportage, le fait de travailler avec des micros dans nos oreilles, ça fait qu'on ne perturbe absolument pas la scène sonore. Là, tous les gens que vous avez entendus, personne ne s'est rendu compte qu'on les enregistrait. Si on était arrivé avec un outil comme la tête Neumann, beaucoup plus lourde, là, on aurait forcément perturbé la scène. Donc Ça, c'est le premier point. c'est peut-être plus simple En termes de par exemple, son pour avoir une pur. interview, du coup. Exactement. Alors, on reviendra sur le sujet de l'interview après, parce que c'est un petit peu, c'est une méthode un petit peu compliquée. En tout cas, une tête Neumann, c'est une tête artificielle dont la fonction de transfert de l'oreille a été lissée pour pouvoir convenir à la majorité des personnes. Donc, si j'utilise une tête Neumann, on va tous à peu près avoir une perception assez équivalente de la scène sonore. À partir du moment où on utilise une tête naturelle, humaine, il va y avoir des caractéristiques dans le filtrage de chaque oreille qui vont être un peu plus précises, un peu plus importantes, un peu plus fortes. Et l'interprétation que l'auditeur va en faire va être différente. La question est très simple. C'est que si le filtrage qui, moi, correspond à l'arrière, 130 degrés derrière moi, 4-5 degrés d'élévation. Il y a l'onde, quand elle arrive sur cet angle-là, déclenche chez moi un filtrage qui fait que mon cerveau, clac, la localise. Peut-être que chez toi, Louis, ce même filtrage va correspondre non pas à 130 degrés et plus 4 d'élévation, mais à 125 degrés et plus 8 d'élévation. C'est-à-dire que si on ferme les yeux, on va pouvoir indiquer un positionnement de la source qui va être différent. C'est ça la fonction de transfert. Ouais. C'est ça la différence d'une personne à l'autre. Et là, après, ça a été un grand débat. Il y a encore 2 ans, on disait, mais c'est pas possible, le son binaural ne sera admissible que quand chacun pourra avoir sa fonction de transfert spécifique intégrée dans son smartphone, intégrée dans sa tablette, etc. Il y a même des sociétés qui se sont lancées là-dessus. On peut... leur nom m'échappe, mais ça montrait une société qui avait prévu de pouvoir proposer aux gens de scanner leur oreille et de pouvoir calculer à l'image le filtrage potentiel qui correspondait à leur mode d'écoute. Nous, au sein de France Média Monde, et on n'est vraiment pas les seuls, on a accepté de dire que finalement, quand on faisait une prise de son en binaural natif, ce qui nous intéressait, c'est de ramener une vérité de l'espace, pas la réalité de l'espace. Peut-être que la façon dont tu as entendu les portes et les gardiens de FMM n'était pas positionnée dans l'espace exactement comme il l'était. Mais peu importe. Toi, tu as déjà été dans un hall d'immeuble ou de société, et finalement, tu as projeté tes images mentales qui te correspondaient à ce son-là. Et finalement, nous, on considère que l'enjeu, il est réussi. Parce que les gens ont une perception de personnes qui parlent un peu devant, de portes qui s'ouvrent à droite, d'un bruit de random de rue à gauche, de portes coulissantes, de gens qui passent, etc. Voilà. Et donc, cette notion de réalité d'une scène sonore n'est pas forcément acquise parce que la fonction de transfert n'est pas celle de chaque auditeur et de tous ceux qui nous écoutent. Mais la vérité de qu'est-ce qu'un hall, là, c'est transmis. Voilà un peu la différence. Alors, je sens que je vais poser une question bête. Il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que, du coup, pour faire une écoute binaurale, il vaut mieux avoir un casque ou des écouteurs intra-auriculaires? Je
m'explique. Euh, Alors, le casque, englobant complètement le pavillon, on va avoir notre oreille qui va avoir un rôle sur le son qui entre, je suppose. Et alors que mm. l'écouteur, pas du tout, puisqu'on le met directement à l'entrée du conduit. Alors, globalement, les résultats sont, on va dire, meilleurs dans le confort à partir du moment où on est sur un casque circumnaural, c'est-à-dire qui va englober le pavillon de l'oreille. Ok. Après, tout dépend de la qualité du casque, hein. Si tu prends un intra-auriculaire de très bonne qualité et totalement neutre, tu vas avoir ta perception de son 3D de la même façon. C'est-à-dire que il y a quelque chose de très très complexe qui se passe dans l'interaction du casque et de l'oreille, parce que effectivement, ton pavillon d'oreille va refiltrer le signal provenant du casque, dans le cas d'un casque circumnaural. Et donc, tu as même des gens qui travaillent sur la neutralisation de l'effet du casque sur l'oreille pour que le son binaural soit lui-même, on va dire, non Merci dégradé au beaucoup. moment de sa perception. Là, franchement, on est dans un niveau de purisme qui est réel, hein, qui n'est pas contestable, mais qui est un petit peu loin d'une réalité médiatique de diffusion. Et on va l'écouter là, quel que soit le casque que vous avez, c'est quand même quelque chose de suffisamment pertinent pour être valable. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu la qualité de l'image pour bien raconter l'histoire. Il y a bien sûr, ça agit. Bien sûr, quand il y avait dans ces temps anciens des choses où on pouvait aller dans des lieux où on était tous assis ensemble et qu'on regardait les images sur des très très grands écrans. Je ne sais plus comment ça s'appelait, c'était un truc bizarre. Les cinémas peut-être. Et bah, il y avait effectivement une perception qui était différente. Maintenant, même à la télévision, finalement, la taille de l'écran et la qualité de l'image permet d'avoir un jugement sur quelque chose qui est bien fait ou mal fait, une lumière qui est bien faite, mal faite. On a la même chose avec un casque. Le meilleur casque, c'est celui que vous aimez, à ceci près qu'il soit neutre. Si vous prenez un gros casque Beats pour pouvoir mixer de la techno et avoir des basses monstrueuses, oui, vous n'aurez pas une perception très claire du son 3D. Mais ça, c'est votre responsabilité et il n'y a pas à juger ça. Donc, pour avancer, là, on est en binaural natif, c'est-à-dire qu'on a été capter un son complètement de façon entière avec l'ensemble de ces éléments de spatialisation. L'autre principe, c'est de dire qu'on va faire du son binaural de synthèse. C'est la slide 10. Le son binaural de synthèse, on va jouer à ça. Je vais vous mettre un petit truc dans l'oreille. Je vais vous mettre un petit bruit blanc que vous devriez entendre. Hop, est-ce que vous l'entendez bien, ce petit bruit blanc? Ouais, pour moi c'est ok. Moi, je vais me remettre un petit peu de niveau chez moi. Voilà. Et donc là, on va balader le bruit blanc autour de vous. On va le monter un peu au-dessus. Il va se balader autour. Ça, c'est du binaural de synthèse. On va arrêter la douche. Le binaural de synthèse, ça consiste à représenter l'ensemble des haut-parleurs du studio, pour faire simple. Là, vous voyez, c'est à gauche, sur la slide 10, vous avez le positionnement d'un système 7.1 avec les 7 enceintes centre gauche, droite, latérale droite, arrière gauche, arrière droite. Et en dessous, vous avez un outil, qui est un outil, entre autres, on peut le citer de chez Noisemaker, qui est un binauraliseur qui va modéliser l'ensemble. Là, il est sur une configuration 13.1, c'est celle que vous venez d'entendre.
d'entendre, qui va modéliser 13 haut-parleurs virtuels autour de vous dans le signal binaural. Donc, le son que vous avez entendu là, c'est un son généré de façon complètement artificielle, c'est un bruit blanc. Et on a activé les haut-parleurs virtuels qui étaient autour de vous. Donc, comment ça fonctionne en réalité? Eh ben, on sait que le filtrage qui correspond à l'enceinte de gauche, donc qui est à moins 30 degrés à gauche, eh ben, elle correspond à tel filtrage et à telle différence d'intensité, à telle différence de temps par rapport à celle de droite et par rapport à la latérale droite et à la latérale gauche et à l'arrière haut gauche, arrière haut droit. Et donc chaque haut-parleur ayant son filtrage caractéristique, on va pouvoir travailler en multicanal, comme sur un système de cinéma, et binauraliser ce système d'enceinte pour pouvoir recréer dans votre casque une simulation de votre perception si vous étiez au milieu du studio. Est-ce que c'est plus clair? Oui, alors pour moi, tout à fait. Si dans le chat vous avez des questions, il faut pas hésiter. Je suis sûr que Xavier sera ravi d'y répondre. En tout cas, moi, ce que je note, c'est qu'avec le binaural de synthèse, en fait, on t'offre la meilleure place, entre guillemets. C'est-à-dire que On t'offre la meilleure place et ça permet surtout une facilité de production. C'est-à-dire que là, si je veux recréer une scène sonore que j'ai complètement construit parce que je suis un monteur son et parce que j'ai envie de mettre de la musique, du reportage et des éléments sonores, je peux les constituer dans un espace multicanal, dans un studio multicanal, et je vais le transporter après dans l'espace binaural pour être écouté au casque. C'est ce qui se fait naturellement pour du cinéma. Tous les films qui étaient mixés en 5.1 sont écoutables en binaural parce qu'il suffit de binauraliser les 6 canaux de la salle de cinéma, ou les 22.2 canaux si c'est de l'Atmos de la salle de cinéma, ou les 13, etc. et donc, plus on Donc augmente ça, c'est ce qu'on a... plus on Vas-y. augmente le nombre de canaux, par exemple, plus en fait on va avoir une spatialisation du son qui va être fine. Exactement. Elle sera jamais aussi fine qu'un binaural natif, Mm. parce que justement, la définition du binaural natif, c'est qu'il n'y a pas de haut-parleurs qui vont représenter la scène sonore. Mais plus on aura de haut-parleurs, effectivement, plus on aura la notion d'immersion et la précision dans la localisation des sources. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le mode canal. Canal, pourquoi? Parce que ça veut dire que j'ai à chaque fois un canal que je vais envoyer vers une des 13 enceintes, une des 22 enceintes. Donc j'ai un câble, un amplificateur, une enceinte. Voilà, en gros. C'est le mode canal vers le mode binaural. Dans la VR et dans la 360, on va travailler, c'est tout ce qu'on voit sur l'image de droite, dans le mode ambisonique. Donc l'ambisonie, on verra ça un petit peu plus tard, après si on a le temps, c'est une représentation en coordonnées sphériques de la scène sonore qui va pouvoir être matricée, dématricée pour donner du son binaural. Et l'intérêt que ça a pour la 360, c'est que comme c'est un dématrissage de coordonnées, eh bien, on va pouvoir manipuler ces coordonnées pour faire tourner la scène sonore dans l'espace binaural en cohérence avec la scène visuelle. On verra ça un petit peu plus tard. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour créer du son binaural, on a en gros 3 méthodes. On a le binaural natif qui, lui, est définitif. Le son a été capté dans l'entièreté de sa spatialisation. On a le mode canal qui permet de faire du multicanal et de binauraliser après. Donc, ça nous permet toutes les libertés de rajout de son monophonique, stéréophonique, quadriphonique qu'on va remettre dedans, reconstruire notre scène sonore et ça va être binauralisé. Ou le mode ambisonique qui permettra aussi de recréer une scène sonore, mais là qu'on pourra faire tourner beaucoup plus facilement et qui aboutira aussi à du binaural. Donc on parle, quand on monte un projet, nous, dans nos projets un peu complexes, on a des bus qui vont gérer du binaural natif, des bus qui vont gérer du mode canal vers le binaural, des bus qui vont gérer de l'ambisonique vers le binaural. Et tout ça, ça permet d'être utilisé en fonction de l'objectif final de diffusion. Je ne sais pas si je suis clair.
Si, tu m'as un peu perdu sur les différents bus. Donc les différents bus, ça va être différentes consoles qui vont enregistrer C'est différemment. différentes. C'est exactement parce que si tu veux, je te fais un exemple de production. Nous, on a une production, un podcast qui s'appelle Session Lab, qui est uniquement en son 3D. On va le tourner, nous, à la perche, avec un système multicanal qui est en WMS. Enfin, c'est une technique de prise de son. On a 3 micros et on va créer avec ça un 5 points. Donc, on perche, on est en mode canal. On va faire l'ensemble de notre interview, de nos reportages, des entrées, des sorties, etc. On arrive en studio, on réécoute tout ça sur un système d'enceinte en 7 points. On va faire nos montages, on va faire tout ça. Mais en fait, il y a des éléments, des fois, qu'on va vouloir avoir de façon plus précise. Par exemple, un répondeur téléphonique où la journaliste va nous dire finalement le rendez-vous est déplacé, on va partir plus loin. Ça, on va l'enregistrer directement en binaural natif. Parce qu'on va avoir un côté beaucoup plus précis et ça va être plus rigolo d'être face au téléphone, d'avoir le binaural natif et avoir une scène beaucoup plus précise à cet endroit-là. Et donc, on va se retrouver avec du multicanal, parce qu'on l'a tourné l'interview avec des micros, et on va retrouver du binaural natif. Donc, on va prendre le 5.1 de notre prise de son avec les micros et la perche, on va le mettre dans un binaural de synthèse, qui va nous donner un binaural de synthèse qu'on va remélanger après avec un binaural natif. Et on verra pas la différence. Ok. On va l'entendre après. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de bus, c'est-à-dire que c'est un groupe de pistes qui vont avoir un format multicanal vers le binaural et d'autres qui vont être directement en binaural et qu'on va remélanger après. Ok. Et tout ça, ça peut fonctionner. Alors, on va s'amuser un petit peu là en faisant on va passer à la slide 11 pour pouvoir se poser un petit peu les questions. Donc on a vu pourquoi le casque? Parce que le casque, ça nous permet de contrôler les 3 paramètres, intensité, temps et filtrage. Mais la question aussi, elle est de dire, bon bah, de toute façon, maintenant, la consommation des médias et de la musique, en particulier, se fait quand même de plus en plus au casque. Nous, on le voit en termes de médias, les gens écoutent en mobilité, ils écoutent avec un casque. Et donc, on va se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on met du binaural au casque? Parce qu'en fait, c'est une vraie question. Pourquoi est-ce que on va mettre en place une chaîne de production comme ça, alors que finalement, en musique particulièrement, bah, quel était le besoin? Est-ce que finalement, c'est pas un truc de geek, de mecs qui essaient de se trouver une place parce qu'ils savaient pas quoi faire avant, etc. Eh Est-ce que, ben, est-ce que on vulgairement, va la au stéréo suffit pas, quoi? exactement. Alors, on va faire un petit test. Vous allez bien mettre votre casque et il est possible que ça énerve beaucoup de gens, ce qu'on va dire. C'est pas grave. Vous avez le droit de déverser toute votre étonnement et votre surprise. On fait d'abord une écoute de quelque chose, d'un truc un peu connu. Ça va être très très court. Et puis on en discute juste après. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Est-ce que vous avez noté la différence sur la place de la batterie et des cuivres Ouais. dans ce morceau-là, entre la première et la deuxième partie, entre le premier et le deuxième extrait? Carrément, sur le deuxième extrait, on l'entend, elle est au pied en bas à gauche, quoi. Enfin, pour moi, Exactement. elle est Ouais. vraiment là, quoi. On me Elle dit est de ouf complètement. dans le chat. Ouais, alors, c'est marrant parce que vous allez voir, vous allez être hyper déçus. Peut-être. Je l'ai fait avec une alternante hier, elle a eu une réflexion super intéressante là-dessus. On le réécoute et puis on en reparle.
I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Donc on a 2 morceaux, 2 extraits. Il y en a un qui est l'original et l'autre qui est écouté à travers du binaural de synthèse. Le premier est en binaural de synthèse. Le deuxième, c'est la stéréo brute. Qu'est-ce qu'on note déjà dans ce qu'on entend? Sur le premier morceau, on a une représentation plutôt homogène de l'ensemble des instruments. On a la batterie à gauche, on a les cuivres à droite, on a la voix qui vient au centre. Ça paraît normal. Sur la deuxième, on a un écartement énorme avec une séparation et un gros trou au milieu. Trou d'ailleurs qui est un peu comblé parce qu'il y a un petit panoramique sur la batterie qui revient au bout de quelques mesures. Et avec une séparation complètement artificielle. Et donc là, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Et on va passer sur la slide 12 pour comprendre qu'en fait, à l'époque, et même maintenant, toute la musique est produite en stéréophonie. Donc c'est quoi la stéréophonie? C'est un système de prise de son et de restitution. La restitution étant basée sur 2 haut-parleurs placés à plus 30 et moins 30 degrés de l'axe et avec un auditeur placé au sommet du triangle équilatéral. Il y a un rapport d'intensité, mais surtout de phase, pour reconstituer la rampe stéréophonique, c'est-à-dire l'image globale du son qui est placé devant nous. Qu'est-ce qui se passe quand on met un casque? Et bien finalement, on va placer le haut-parleur de gauche dans l'oreillette gauche du casque et le haut-parleur de droite dans l'oreillette gauche du casque. Et il y a quelque chose qui se passe là, qui est que finalement, quand ça a été mixé dans un studio à Abbey Road, ils étaient au centre de 2 haut-parleurs. C'est-à-dire que l'oreille droite de l'ingénieur du son entendait le haut-parleur de gauche et le haut-parleur de droite. Son oreille gauche également entendait les deux haut-parleurs. Bon, c'est le slide 13 si tu es dessus. Et qu'est-ce qu'on fait nous quand on met un casque en stéréo? Et en fait, si on est sur le slide 14, on se construit un mur entre les 2 oreilles qui sépare complètement les 2 haut-parleurs et qui brise totalement le rapport d'équilibre spatial et de phase qu'il y avait sur les 2 haut-parleurs. Sur le deuxième morceau que tu nous as fait écouter, cet effet de au centre, on a l'impression que rien nous... Enfin, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas d'instrument. D'accord. Exactement. Parce que la stéréophonie, et là on va énerver tout le monde, on ose le dire, la stéréophonie n'existe pas au casque. Puisque on ne va pas avoir d'interaction des 2 sources sur les 2 oreilles, et pour cause, il y a la tête au milieu, et elle est complètement étanche au son qui provient des 2 haut-parleurs du casque. Donc, finalement, on s'aperçoit que l'écoute binaurale, avec cette modélisation des 2 haut-parleurs de la stéréo, permet de retrouver les conditions d'écoute qui ont prévalu lors du mixage de ces morceaux-là. Et c'est flagrant au début de ces époques, années 70, 80, etc. Parce que finalement, il y avait le casque était absolument pas répandu, on n'écoutait pas au casque. C'était un truc, même moi quand j'ai commencé il y a maintenant longtemps, on refusait de mixer au casque. Parce que de toute façon, il y avait une idée, déjà la qualité des casques était pas ce qu'elle est, ça c'est clair, mais il y avait aussi une espèce de refus de dire mais non, mais tu ne reçois absolument pas, tu ne perçois absolument pas la réalité des choses. Et donc, l'image mentale que l'on s'est créée en s'habituant au casque est complètement artificielle. C'est-à-dire qu'on a recréé une homogénéité qui n'existe pas au casque parce qu'on savait qu'elle aurait dû être là. Et quand on compare, comme on l'a fait là, le même morceau binauralisé en synthèse, donc mis dans 2 haut-parleurs virtuels binauraux,
et l'original au casque, on a ce sentiment de rupture. On va retourner, mais sur un autre extrait pour argumenter, et après, vous réagissez. Écoutez ça. Annie aime les sucettes à l'Annie. Annie aime les sucettes à l'Annie. Les sucettes à l'Annie. Est-ce qu'on peut dire que Gainsbourg n'aurait pas donné son accord s'il avait entendu ça en studio? Probable, vu qu'il y a un déséquilibre assez important, j'ai l'impression, dans le son. Bah oui. Déséquilibre qui ne se perçoit pas sur des haut-parleurs quand on est en studio, qu'on ne perçoit pas forcément au casque si on n'a pas la comparaison, et qui est flagrant quand on écoute quand on compare avec l'écoute binaurale et l'écoute stéréo brute. Ok. Je vous laisse réagir. On voit sur un truc un peu plus récent, puis on passe à autre chose. Radiohead. Je crois que c'est leur dernier album. Donc là, je vous fais une petite pause. En fait, on va basculer à un moment. On va pas écouter 2 fois le même extrait. On va basculer dans l'extrait de la partie de l'écoute binaurale à l'écoute stéréo. Voilà. Est-ce que vous avez perçu l'endroit où ça bascule? Ah ouais, en tout cas, pour moi, c'est super net, quoi. Il y a un moment, j'ai l'impression qu'on ouvre le son. Tu sais, comme si Oui. on poussait... On l'écartèle. Ouais, c'est ça, ouais. C'est assez surprenant. Mais donc, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que sur tous les enregistrements aujourd'hui, ils sont tous en binauraux. Enfin, ce qu'on écoute. La question est, mais la musique que moi j'écoute dans le métro le matin avec mon casque audio, il est plus en stéréo, il est en binaural. Bah non, il est en stéréo, sauf que tu t'es habitué. Et que c'est pour ça que nous, maintenant, notre position, elle est de dire que, puisque le public est au casque, il n'y a plus aucune raison de lui proposer de la stéréo normale. Il est tout à fait légitime de lui proposer un signal binauralisé, parce que ce sera la façon la plus noble de lui fournir un vrai signal, un vrai programme sonore qui sera de la qualité de celle qu'on a dans le studio, avec des haut-parleurs en face de nous. Et du coup, le binaural devient finalement, c'est une idée que moi je défends, l'écoute naturelle au casque. Il n'y a pas de raison qu'on n'adapte pas notre façon de produire au mode de consommation des publics. L'ensemble des podcasts sont écoutés au casque. Donc nous, tous nos podcasts sont en son multicanal, binauralisés, pour pouvoir être parfaitement compatibles dans le ressenti qu'on souhaite donner à nos auditeurs. Voilà. En fait, c'est amener un peu le sentiment ici, de quand on écoute de la hi-fi, dans un casque. C'est ça que ça permet, en fait. Exactement. Mais c'est un sujet qui est un petit peu tabou, parce que il y a une... Puristifie est un puristifie. Exactement. Donc, il est possible... Est-ce qu'il y a des gens qui réagissent là-dessus? Est-ce que vous voulez qu'on discute ou qu'on avance ou pas? Je me plie à ce que vous voulez faire. On me dit que c'est beaucoup mieux. Voilà, que effectivement sur le son binaural, à l'écoute au casque, c'est beaucoup mieux. Et on va pouvoir avancer tranquillement. Bon. Je n'ai pas de personne en tout cas indignée qu'on avance.
D'accord. L'étape suivante pour nous, c'est de dire que puisque Par contre, le des son petites 3D, précisions techniques. Quand ouais. tu mets les diffusions de son, est-ce que tu... Moi, j'ai pas de vidéo dans le retour vidéo. Non, pour le moment, il n'y en a pas. Ok, c'est cool. C'est C'est juste pour être que sûr. ça va venir, c'est le prochain. Donc, nous, ce qu'on a proposé, parce que c'était de dire, finalement, il y a la possibilité d'écouter de la stéréo en binaural, mais on peut aussi considérer que la production de musique peut se faire aussi en son 3D. C'est-à-dire que il y a eu une époque où on disait le son 3D ne sera accessible à la musique qu'à partir du moment où la musique aura été composée pour ça. Et nous, Ok. moi je disais non mais autant tuer le game tout de suite parce que tu vas pas expliquer à tous les gens qui sont en home studio que c'est terminé, ça fait des années qu'ils ont mal fait et qu'il faut qu'ils recomposent. Et donc on a mis en place une façon de pouvoir, une méthode pour dire on peut travailler avec des artistes, reprendre leurs pistes sans toucher le son, sans remodifier l'ensemble de l'égalisation, du traitement dynamique, etc. Mais proposer une nouvelle lecture, un nouvel espace d'écoute. Et donc on l'a fait, ça s'appelait Session Lab, on l'a fait avec plein d'artistes qui nous ont confié leurs stems. Donc les stems, c'est les pistes avec l'ensemble des traitements, et à qui on a proposé leur premier mix 3D. Donc là, on va écouter Là, Scratch Bandicoot. Donc il y a une petite vidéo. juste avant, Et j'ai deux petites questions. Et en fait, c'est parce que ouais, tu l'abordes, et juste pour pousser un poil plus loin. Euh, donc, il n'y a pas vraiment de conception particulière du son de l'un à l'autre. C'est une manière de l'enregistrer. Enfin, on l'enregistre et ensuite, toi, tu le retravailles pour le spatialiser et le mettre en 3D. exactement. On n'a pas refait de captation. On retravaillait avec leurs pistes. D'accord. C'est-à-dire qu'on a pris l'ensemble de leurs pistes et on les a travaillées dans un système en 13.1 Mhm. en disant, voilà, la place de la batterie, elle était là, la place des chœurs était là, la place des synthés était là. Dans la rampe stéréo, nous, on va la placer dans l'espace et on va créer un espace immersif à partir des sons qui étaient déjà présents. Et donc ça, vous pouvez retrouver ça, c'est sur Session Lab, et il y a plein de groupes comme IBI, etc., qui sont venus, et Scratch Bandicoot. Donc là, on a fait une petite démo de démonstration où on va pas l'écouter entièrement parce que ça va être un peu long, mais vous allez basculer de la stéréo de l'album au mixage binaural qu'on en a fait. Et vous allez voir quel est exactement le passage de l'un à l'autre. Yeah, Taiwan, Scratch Bandits, Gardner. They telling me take it easy, but I don't know that easy way. I gotta be the best, east and west, night and day. Don't watch me fierce, pussy, listen when we say. Styles where we both say them not fade away. Believe it or not, no. Are you ready to kill that drop? Then you're gonna listen again. Then you're gonna be like, whoa. Lyrical nice on top. And I'm better than them. And I got the wickedest flow. Beat to the eye when I sing, stick it and then my style is cold. Siberia, Liberia, get murk when I'm in my zone. Mice get murder, might have never heard a vibe like this. None of them bad like this, none of them do it like this no more. Y'all of them sing like them, I sell them soul go. Easy, know that easy way. I gotta be the best, east and west, night and day. Don't watch me fierce, pussy, listen when we say. Styles we both say them not fade away. I can't believe that. God, the man's at it again. Been when I told them already, telling them slew them. Bonjour Taiwan, Savablo comment batu. They call me the gardener cause like a gardener they dig in my tunes. They telling me take it easy but I don't know no easy way. Telling me take a break my man you need a holiday. I've been on that music grind just trying to pave my way. And I ain't gonna stop till I'm chilling in a house with a lake with babe, safe. They telling me take it easy, but I don't know that easy way. I gotta be the best, east and west, night and day. Don't watch me fierce, pussy, listen when we say. Voilà, à peu près ce qu'il en est. Pardon. Voilà, j'ai ma machine qui repartait toute seule. Voilà. Donc on a bien ici
Vas-y, je t'ai coupé la parole. C'est assez dingue comment ça me fait exactement la même sensation que quand tu bascules du son de la télé au son des enceintes. J'ai l'impression qu'on m'enlève des bouchons des oreilles et que j'entends pas du tout la même chose, quoi. Et c'est vraiment... Ouais, et on sent bien sur ce morceau-là le retour en intracrânien. C'est-à-dire que ça, c'est leur mix, hein, qui est pas mauvais du tout. Hein. C'est Chinese Man, c'est propre. Mais dès qu'on est sur le son d'album, on a ce sentiment de revenir à l'intérieur du crâne, de resserrement et d'externalisation quand on a le mix en 3D. Donc voilà le principe, et c'est ça que je voulais partager avec vous. Et on peut obtenir la même chose sur du reportage. Et là, je vous propose d'écouter un petit extrait d'un documentaire qu'on a fait sur la spéléologie. Et cette idée était de pouvoir faire ressentir à des gens qui n'ont jamais fait de spéléo la notion de ce qu'on obtient à travers dans une grotte, avec la vitesse que ça peut avoir, et puis où les très grands espaces. Donc là, ce que vous allez entendre, il y a à peu près tous les systèmes. Il y a du mode canal, parce que ça a été pris avec des systèmes avec une croix IRT, donc c'est 4 micros placés sur les angles d'un carré de 25 cm. Donc ça permet une prise de son multicanal qui a été binauralisée. C'est mélangé à du binaural de synthèse, avec du micro dans les oreilles. C'est mélangé avec des micros mono placés sur des gens que vous allez entendre, mais qui sont placés très très loin et qui ont été remis dans l'espace binaural. Donc tout ça, c'est mixé ensemble. Et vous allez voir que la sauce marche pas mal. Allez, je te donne le harnais de spéléo. Donc ça, c'est le baudrier. Voilà. C'est ça que je dois mettre sur mes jambes. Voilà. Ça sera la tyrolienne, hein, on va devoir s'accrocher. Donc j'enfile ça, hein, voilà, pour protéger les vêtements. Voilà, donc c'est une combinaison intégrale qui nous permet de se protéger quand on se met à quatre pattes, quand on rampe. Ça nous permet de se protéger de l'abrasion, un petit peu du froid aussi, parce qu'il fait frais quand même. On va ramper. On verra. Alors, je te donne la poulie sur le porte-matériel. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. On va la laisser accrocher ici. Ok. Et maintenant, on va mettre le casque pour protéger notre tête, parce qu'il y a des fois où le plafond va être un petit peu bas. Et le casque supporte une lumière qui va nous permettre de s'éclairer de manière autonome, puisque, encore une fois, là, on est dans la partie maintenant non aménagée, donc il n'y a plus d'éclairage. Alors, on est parti ? On est parti, et donc faites attention, parce qu'à partir de maintenant, il n'y a pas d'aménagement, et donc le sol est glissant à cause de l'humidité. Il y a plus de 90% d'humidité dans l'air. Et dès qu'il y a des rochers, les rochers sont humides et glissants. Et donc la terre, qui est plutôt de l'argile ici, elle est aussi très glissante. Donc on fait attention à soi, à pas se faire mal. On va s'aider les uns les autres et ça va bien se passer. Alors on y va. On va être dans un méandre. Regarde tout de suite, c'est un petit peu plus intime. Et on va passer dans un petit passage. Je sais pas s'il va pas falloir même se mettre à quatre. Il dort en fait, qui est très très bas de plafond. Hein. Voilà. On frôle les murs, la tête frôle le plafond, il n'y a pas plus d'un mètre de hauteur là. C'est très étroit. Et là on arrive dans une petite cavité. Voilà, donc tu vois, c'est ça la magie de la spéléo. On passe parfois par quelques petits passages. Étroit. Et puis après, il y a de plus grands volumes. Hein. Il faut parfois quelques efforts pour découvrir de belles choses. On est dans l'éboulis qui va nous permettre d'accéder au drain dans la partie amont du drain. Si loin, si proche, C'est-à-dire qu'on part en direction des gorges de l'Ardèche. Là. On va vers le nord. le magazine des voyages. Là je suis bien accrochée là. Donc je me laisse aller hein. 1, 2, 3. Super. Génial. Et voilà. C'est fabuleux. C'est fabuleux.
Voilà, là, donc tout le but là, c'est de pouvoir donner ces espaces différents qu'on n'aurait pas pu rendre si on n'était pas, on n'était pas en son 3D. Pas de la même façon en tout cas. Ouais, là, on entend vraiment les différences entre les différentes pièces, le positionnement, je saute mon micro, le positionnement des personnes dans la scène, enfin, le cliquetis du mousqueton qui pour moi est un peu derrière. Sinon, Ouais. on entend vraiment une différence. J'en profite. On a dans le chat qui dit c'est pour ça que l'audio a de l'importance, surtout en VR. Et on y arrive justement, parce qu'on est quand même sur une chaîne de VR, on parle de son, parce que le son, c'est l'un des premiers vecteurs d'immersion, souvent sous-estimé, tu as bien raison, en disant qu'un simple pan tout moche, bah, c'est tout moche et ça casse l'immersion. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui là, de tout ça, de comment est-ce que ça impacte. Et question, et ça c'est pour le coup, j'ai aucune idée de la réponse. Est-ce que du coup, quand tu retravailles tes pistes pour arriver à ça, tu peux t'amuser à changer l'orientation de ta scène sonore et de tes instruments? Complètement. Alors non seulement on peut changer l'orientation parce qu'on peut faire tourner l'ensemble de la scène sonore dans le setup d'enceinte et donc dans l'espace binaural, mais c'est surtout que tout ça peut ensuite être ramené dans le domaine de l'ambisonie et pouvoir être intégré à l'intérieur d'une vidéo 360 ou d'une VR. Donc l'ambisonie, si on regarde sur la slide 16, c'est un matrissage, dématrissage pour faire simple, de plusieurs canaux qui vont permettre de déterminer les coordonnées spatiales. Donc là, on a dans la slide 16, on a un micro VR mic qui est donc composé de 4 capsules qui sont placées sur les angles, les sommets d'un tétraèdre. Et à partir du matrissage et du dématrissage de ces 4 signaux, on va créer 4 composantes. Une composante W qui va être la somme des 4 micros, qui va être l'énergie globale, et 3 autres composantes qui vont être les orientations X, Y et Z de l'espace. Et à partir de là, ce format ambisonique, qu'on appelle format B, va pouvoir être ajouté à une vidéo 360, et c'est le moteur de binauralisation du player, YouTube, Facebook, votre outil de game, etc., qui va manipuler ces composantes-là pour générer le filtrage binaural qui va correspondre à la scène sonore et à la scène visuelle. Donc ça, c'est toi qui prends la main là-dessus. On va prendre les exemples sur les 2 vidéos 360 que tu peux nous faire écouter et qui ont été faites à partir de tous les systèmes qu'on a vus. C'est-à-dire que là-dedans, vous avez de la captation en mode canal qui va être mis dans le domaine ambisonique et le tout a été placé dans les vidéos 360. Allez, c'est parti. Hop, je change. Et...
daanu si sëru munila degam julinga munila degam wonga Je vais mettre la deuxième de la Daraji Family. Xavier? Oui, oui. Hop. Je mets je vais déjà mettre le lien de la première. J'ai pas le chat sous la main, forcément. Et je lance la deuxième, du coup. Dara J Family, Tamboy, toujours dans la maison de Spencer. Hop. Tomboy, 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 yeah. Break with you, fatalico, tomboy. So get a tour, we take it on, fatalico, tomboy. Timmy soul. Break with you, fatalico, tomboy. So get a tour, we take it on, fatalico, tomboy. Tomboy tell ma dab bi si di ma jàpp at yi gën a gaaw ak li ma daw ngir teel a raw xel a daw fàttaliku du ma fàttali baat fàggandiku ga sa yoon na nga waaj yi baax yi jàkk yi bon yi xaat ma di gis sax moccandiku doon tricheur bi classe doon crack gadu saak wacca kaap daqi heure di stoppé de boropi soo track laqu doon toox kattu ba ba xeet cigarette di nga seet jëngu doon guerrier wala tapet la nga saret ba reet bii di koñ ndaw du ko biir market troto senkal powu xàndal dawi géej cinéma gi tubéy do fi léej ñu ne daaw ko déj ni jaay di kaas yow da nga rep yow da nga xeb la so yi nga leb tëj la rek ba doo gis sax ceeb da ngay wane da nga mag da nga jëm mag na la farka Boy, break with the fatalico, tomboy. So get a tour, we take it on, fatalico, tomboy. Timmy soul, remember, break with the fatalico, tomboy. So get a tour, we take it on. Tell them, father. Ñun bañu déconner. Et ok, on est où? Je les ai pas laissés jusqu'au bout pour que tu nous expliques Ouais, non, un normal. petit peu tout ça. Alors, donc le principe, c'est que on va nous pouvoir simuler la position de toutes les sources sonores, les placer dans l'espace ambisonique, et cet espace ambisonique va pouvoir être recréé dans le monde binaural, dans le mode binaural, par les Facebook, YouTube ou par le player YouTube là en particulier. Donc en fait, on peut simuler ça comme ça. Si tu as repris mon partage d'écran, tu dois avoir une tête. Hop, alors, ouais, je l'affiche tout de suite pour tout le monde. C'est ça Voilà, que je et cache. donc- Tac, c'est bon. Voilà, et donc là, on va écouter un programme, une vidéo qu'on a fait avec le groupe Jupiter, et vous allez voir qu'on va pouvoir créer les rotations de la source sonore en fonction de la position de la tête. Il y a des problèmes dans le stream, non? Ouais, le son lag un peu. Ouais, il y a un lag il y a un petit lag dans le stream.
Donc, on fait tourner la tête. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est exactement, on simule ce qui se passe exactement quand tu as manipulé la vidéo dans YouTube, ou ce qui se passe dans votre quand vous regardez ce genre de vidéo sur votre tablette ou à travers un masque. C'est-à-dire que on va récupérer les informations sur une tablette, par exemple, ou sur un masque de l'accéléromètre, avec la boussole, l'accéléromètre, etc. Et ça va provoquer une réinterprétation du codage ambisonique pour pouvoir produire dans le mode binaural une modification de l'image sonore qui va être cohérente avec la modification de l'image visuelle. Voilà. C'est exactement le principe de l'ambisonie et son utilisation principale. Voilà. Et donc, pour gérer tout ça, on peut le voir dans le dernier slide. C'était une autre vidéo qu'on a fait. On va avoir, pour faire simple, toutes les sources sonores. Là, donc c'était un groupe où il y avait 7 ou 8 musiciens. Vous voyez sur l'image l'ensemble des points qui sont soit les micros proches des musiciens, soit les systèmes de micros suspendus. Il y avait là-dessus aussi des micros d'appoint suspendus et des micros autour du système. Donc vous avez l'image équirectangulaire de la vidéo 360 et on va traquer le déplacement de chaque micro en fonction qui est placé sur les musiciens. Et tout ça, ça va s'inscrire dans une automation. Et cette automation-là va nous permettre de générer le flux ambisonique qui va être réinterprétable par l'ensemble des moteurs de binauralisation 360. Donc, c'est le principe d'une chaîne de production son classique pour ce genre de production. La question qui vient derrière, c'est et pour la VR, comment ça se passe? Eh ben, c'est un petit peu le même principe, à part que dans le monde de la VR, on est un peu tributaire, quand je dis un peu, c'est un euphémisme, on est complètement tributaire des moteurs de binauralisation des outils de production Unity et autres. C'est-à-dire que Unity, c'est la même chose. Il a un moteur binaural qui va lui permettre de simuler le déplacement de la tête du joueur par rapport à la position de la source. Et là, donc, nous, on essaie d'évangéliser un petit peu, comme on dit vulgairement, pour essayer de dire, là, on a travaillé sur un programme de VR pour de la formation assez pointue sur des moteurs de paquebot. Et donc là, on a travaillé avec les gens pour essayer de montrer, puisque ça doit former des techniciens qui, en état de stress, doivent aller intervenir sur un moteur d'un paquebot gigantesque qui a un problème. Et donc, ils dominent complètement l'aspect représentation 3D de l'espace décoursive, il y a un problème sur le moteur électrique, pourquoi, comment. Mais par contre, tout le côté mise en stress du bruit qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un pont de bateau, tout ça, on l'a travaillé avec eux. C'est-à-dire qu'on a recréé l'ensemble des éléments sonores et des espaces pour que, quand on s'approche des générateurs électriques, eh ben le son il est complètement différent de celui qu'on trouve dans la salle diesel, et de rajouter toute cette information-là pour que ce soit digéré par le moteur Unity
et que ça reste cohérent, c'est tout à fait possible. Mais pour ceux qui connaissent bien Unity, finalement, on retrouve les mêmes choses. Unity est capable d'intégrer du 5 points. Et ben finalement, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il prend du mode canal qui va remettre dans le domaine ambisonique pour pouvoir lui donner les rotations nécessaires au moment de la binauralisation du contenu. Mais il est capable aussi de recevoir des sons directement en ambisonique. Et donc, nous, toute notre opinion là-dessus, c'est de dire que il est tout à fait possible, dans une production VR, d'aller chercher des vrais sons, des vraies ambiances avec toute leur finesse, et de permettre de les intégrer dans le moteur Unity et pour tous les modes d'utilisation. Il est possible de travailler aussi finement qu'on le fait à l'image. Voilà. Et que tous ces outils-là peuvent maintenant se manager, et on peut faire travailler des monteurs son de la même façon. Il y a des boîtes qui le font, hein, je dis pas ça, mais rares sont les produits, en tout cas de consommation, on va dire professionnelle, dans la formation, des choses comme ça, qui amènent ce côté impactant. Et nous, on a cette expérience-là parce qu'on fait aussi de l'apprentissage et on a des fictions radiophoniques pour l'apprentissage du français, à partir des 13 langues de France Média Monde. Et nous, on travaille beaucoup là-dessus parce qu'il est possible d'apprendre une langue, mais il est encore mieux de l'apprendre dans les conditions d'immersion de la gêne que peut occasionner la vraie vie. Et la série sur lequel qui commence à sortir là chez nous, qui s'appelle Les voisins du 12 bis, c'est justement tout ça. Ça permet à une personne qui va arriver à Paris, à travers une fiction, de pouvoir s'identifier dans tous les aspects de la vie et dans toutes les difficultés. Comment comprendre quelqu'un qui vous parle derrière un guichet quand vous allez demander un ticket de métro, avec tout l'environnement sonore et toutes les difficultés qu'il y a? Et l'apprentissage, on l'a remarqué, est beaucoup plus efficace dans ces conditions-là que quand vous avez une voix propre et flat qui vous dit ceci est un ticket, par exemple. C'est sûr. On se sent vachement plus concerné en fait par cet apprentissage-là. Et je suis complètement d'accord avec toi. Aujourd'hui, je trouve que dans beaucoup de... Ah, nickel, on est de retour. Désolé les amis. Alors, donc oui, ce qu'on disait, c'est que ne négligez pas le son. Donc, on a eu la discussion off avec Xavier, je vous en redonne la teneur. C'était que produire sur une vidéo 360 avec un son de qualité ambisonique, bien positionné et qui donne les effets qu'on a eu, et maintenant vous avez plus d'excuses, vous avez entendu la différence entre les différents types de sons, eh bien ce n'est pas plus cher. Voilà. Donc faisons mieux et surtout en plus quand ça ne coûte pas plus d'argent pour les productions, tout le monde en sera ravi. En tout cas, dans le chat, je vous ai mis les liens vers les vidéos qu'on vient de passer, le lien vers le podcast qui est fait par RFI Labo et France Média Monde sur le son enregistré en binaural, si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça, hein, Xavier, que tu m'as dit. T'as mis le lien vers Session Lab? Oui, j'ai mis le lien vers Session Lab. Voilà, c'est ça. Et donc, et sinon, sur le Facebook d'RFI Labo, il y a l'ensemble des productions. C'est un peu notre grenier où on recycle tout ce qui a été produit et tout ce qui est fait quotidiennement. Eh ben, c'est top. Écoute, Xavier, je suis vraiment désolé pour les petits soucis techniques qu'on a eu aujourd'hui. C'était quand même gratiné. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur la chaîne, nous parler de son. Moi, je suis ravi. J'ai appris un paquet de trucs. Vraiment. J'espère que tu as quand même passé un bon moment avec nous malgré tout ça. Oui, bien sûr. Et que tu reviendras avec nous reparler de ce que vous faites chez RFI Labo et chez France Média Monde, parce que vous faites des trucs incroyables. Et j'espère bien que les projets qu'on a dans les cartons vont aboutir, parce que ça va être des trucs dont on va pouvoir parler et qui vont plaire, j'espère, au plus grand nombre. Merci le chat pour vos questions. Très bonne soirée. Là.